5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Ce forum de discussion qui est le prolongement du débat, de la réflexion, j'allais même dire que nous avons mené mardi dernier sur la gestion des déchets biomédicaux dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes avec des acteurs même du secteur de la santé pour parler, bien évidemment, de ces débris qui ne sont pas comme tout autre, qu'on ne peut pas exploiter, qu'on ne peut pas gérer, j'allais dire, comme on peut gérer un pot de yaourt, des débris de boissons ou tout autre, car ce sont des déchets tout particuliers. On parle de compresses, on parle d'aiguilles, on parle de lames, on parle de seringues, on parle bien sûr d'autres déchets de laboratoire. Comment faire en sorte de les traiter de façon écologique et éco-responsable? Cela a toujours été une préoccupation majeure pour le gouvernement béninois. Où en est-on aujourd'hui? Quelle est la politique mise en place? C'est ce dont nous parlons avec, autour de la table, Dr Latif Moussé. Il est le président de la plateforme du secteur sanitaire privé. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. C'est un plateau que vous connaissez très bien. Exact. Pour avoir pris part donc à plusieurs émissions avec nos chroniqueuses par ici pour nous éclairer sur un certain nombre de pathologies. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer bien évidemment cette question, gestion des déchets biomédicaux. Professeur Cyriaque Degbe, chef de la clinique universitaire d'hygiène hospitalière. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir également. Merci à vous. Et docteur Ange Dodi-Dossou, il est le conseil technique à la médecine hospitalière du ministère de la Santé. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Très bien. Alors, messieurs, on va réfléchir autour d'une préoccupation. Il y a eu un débat, un forum de discussion, il faudra le rappeler, mardi dernier avec des acteurs de l'environnement, des activistes de l'environnement, bien évidemment, qui ont soulevé un certain nombre de points. Mais d'abord, professeur Cyriaque Degbe, quel est l'état des lieux aujourd'hui en termes de gestion des déchets biomédicaux dans notre pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que je ne fasse l'état des lieux de la gestion des déchets biomédicaux au Bénin, il faut que je rappelle que les déchets biomédicaux sont des débris, restes issus des prestations de soins et services. Et ces déchets biomédicaux sont des déchets spécifiques parce que vous devez savoir que dans une formation sanitaire, 80 à 85% des déchets produits sont des déchets ménagers. Et on les appelle des déchets assimilables aux ordures ménagères. Pourquoi le mot assimilable? Parce que il arrive des fois où le tri ne se fait pas de façon orthodoxe. Et en dehors de ces 80 à 85% qui constituent des déchets assimilables aux ordures ménagères, les déchets biomédicaux même, qui sont des déchets infectieux, toxiques ou dangereux, sont à peine 20 à 15% qui sont produits par nos formations sanitaires. Mais l'état des lieux dont vous avez parlé, c'est très bien. Nous avons pu faire l'état des lieux dans la plupart des formations sanitaires. Au départ, le gouvernement, au travers du ministère de la Santé, a pu installer des incinérateurs. Il y a des incinérateurs de type DHAB, des incinérateurs de type Montfort. Mais ça a évolué. Et dans certaines structures sanitaires aujourd'hui, nous avons des incinérateurs semi-électriques. Mais l'état des lieux, oui, parce que nous avons pu rédiger un plan de gestion des déchets dans toutes les formations sanitaires parce qu'au niveau national, ça a été fait. Et ces déchets sont bien gérés par une norme parce que quand nous produisons les déchets au niveau des formations sanitaires, les déchets assimilables aux ordures ménagères sont collectés dans des poubelles noires avec à l'intérieur des sachets noirs. Et les déchets biomédicaux sont produits dans différents types de poubelles. Et au nom de ces types de poubelles, nous avons les poubelles jaunes avec à l'intérieur des sachets jaunes qui prennent du moins les déchets infectieux et les poubelles rouges avec à l'intérieur des sachets rouges qui prennent des déchets anatomiques. Et nous avons les boîtes de sécurité qui sont disponibles, qui prennent les déchets piquants, coupants, tranchants. Et tout ça là sont gérés in situ. Quand je dis in situ, parce que normalement dans les formations sanitaires,
les déchets biomédicaux ne doivent pas sortir de l'hôpital, ça doit se gérer ici. Quand vous parlez de déchets anatomiques, vous faites allusion à quoi? À des organes coupés? Oui, quand je parle de placenta, des organes coupés, tout ça, là, c'est ça, là. Un pied à quelqu'un. Tout à fait, c'est ça, là, les déchets anatomiques. D'accord. Oui. Très bien. Je me tourne à présent vers le docteur Hans Dodji Dossou, conseiller technique à la médecine hospitalière donc du ministère de la Santé. Quel est le plan d'accord, mis en place par le ministère de la Santé pour avoir un œil de contrôle sur la gestion des déchets dans toutes ces formations sanitaires que nous avons au Bénin? Certes, on sait qu'à Cotonou ou dans les grandes villes, on a une plus grande facilité à avoir un œil, un regard sur la question, mais dans les autres contrées, dans les autres régions de notre pays, est-ce qu'on est sûr que ces déchets sont gérés de façon rigoureuse? Merci, monsieur le journaliste. En intervenant tout à l'heure, le professeur Degbé vous a dit que dans la plupart de nos formations, pour ne pas dire dans toutes nos formations sanitaires, nous avons déjà un type d'incinérateur qu'on appelle de type Montfort, de type DHAB. C'est quoi la différence entre c'est quoi les spécificités de ces incinérateurs-là? C'est des incinérateurs qui ont été conçus avec du matériel local et qui nous permet, à une certaine température, de détruire la majorité des déchets que nous avons. Et qui ne consomment pas de l'électricité. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps, nous avons des formations sanitaires qui ne disposaient pas de l'électricité. C'est vrai que c'est chose résolue aujourd'hui. Mais nous ne sommes plus à cette phase. Depuis la gestion de la crise SARS-CoV-2, de la COVID-19, du fait qu'on devait détruire, on produisait beaucoup de déchets, avec tout ce qu'on portait comme épis, habillement, et il fallait également prévenir, contrôler les infections dans la ville. Nous avons changé de stratégie. C'est la mise à disposition ou la mise en place des incinérateurs électriques ou semi-électriques. C'est des incinérateurs de très grande capacité qui, il faut le dire, quand même consomment également de l'électricité. Donc il faut une certaine installation du courant triphasé pour les installer. On ne peut plus les mettre dans toutes les formations sanitaires. Aujourd'hui, au moins par département, nous avons un incinérateur électrique ou semi-électrique. Il y en a au moins 20 dans le pays. Et qu'est-ce qui est fait? Le docteur Degbé l'a tout à l'heure stipulé, il y a une collecte qui est faite au niveau de chaque formation sanitaire. Un tri, une décontamination initiale, un entreposage. Et après cet entreposage, il est organisé une collecte pour convoyer vers le site. Dr Moussé reviendra probablement là-dessus. Nous ne disposons pas que des incinérateurs électriques. Il y a également d'autres systèmes qui permettent de décontaminer et de faire du broyage. Ça, c'est le secteur de la patronne privée qui l'a développé à ses mains. Donc, il y a un maillage sur tout le pays où vous avez au moins un incinérateur électrique ou semi-électrique par département. Je dirais plutôt en moyenne 2, parce que le nombre tourne autour aujourd'hui de 24 ou 25. D'accord. Professeur ou docteur Latif Moussé, le secteur privé est parfois pointé du doigt pour son manque de rigueur dans la gestion des déchets biomédicaux. Il est loisible de retrouver généralement entreposés juste à côté des formations sanitaires, à côté des déchets solides et ménagers, des flacons de surhomme, des seringues. Est-ce que le constat est réel? Je crois que dans tous les cas, quel que soit le domaine de vie, personnel, professionnel, il y a ce qui est bon, ce qui est mauvais. Certains font le bon, certains font l'à peu près, certains font le mauvais complètement. Donc je vide cette question en passant par là. Je reviens principalement vraiment dans le conceptuel de la gestion vraiment des déchets. Depuis les années 90, les pays développés, soi-disant, quand on parle, on veut parler de la France, et particulièrement l'OMS, avec l'ONG, mais traiter, mais sans effectivement faire du mal. Ça, c'est la traduction en français facile. Healthcare without harm. Depuis les années 90, comme je le disais, les incinérateurs ont été complètement mis à côté. C'est pour ça que je crois que, bon, mon cher ami Ange, on va revenir dessus. C'est grâce à la coopération vraiment avec le ministère de la Santé que nous, dans le secteur privé, nous avions dit les incinérateurs, avec ce que ça entraîne, ce n'est pas éco-sensible.
l'écosystème, on va y revenir peut-être, ce n'est pas l'objet, mais je crois que depuis 2019, nous avions mis dans la sous-région et en Afrique de l'Ouest, c'est le seul centre de gestion innovante qui n'utilise pas du tout le système d'incinérateur, qui fait le système de broyat avec une désinfection par de l'ozone. C'est-à-dire C'est-à-dire tout simplement que nous avons le compartiment où, quand les déchets sont collectés sans qu'il y ait des poubelles, tout le circuit jusqu'à la machine, il n'y a pas une question de tri, sauf s'il y a, pendant la Covid, on a collaboré formidablement avec le ministère, les sachets, les takeaway que nous disons souvent, qui contiennent de polystyrène, effectivement, quand ça rentre dans la machine, ça s'enflamme. Donc, ceux-là, on les met de côté. Mais franchement, dans la sous-région, même en Afrique, même dans certains hôpitaux d'Europe jusqu'à présent, cet appareil, cette machine n'existe pas. Et ça nous permet de découper tous ces, quels que soient vraiment les déchets, à des millimètres près, et la désinfection se fait par jet d'ozone, un compresseur qui fait l'extraction. Il n'y a pas une consommation, nous sommes branchés directement sur une énergie électrique de banalisation comme vous utilisez ici. Il n'y a pas vraiment d'hyper-énergie, il n'y a pas vraiment d'odeur, de fumée, etc. Et ce centre-là est là. Et honnêtement, peut-être qu'on se dira qu'on ne connaît pas très bien. Pourtant, en 2020, en début de Covid, comme je le disais, le ministère de la Santé a inauguré de manière pompeuse ce centre-là. Et c'est en cela que, franchement, aujourd'hui, nous devons nous battre pour que ce qui est interdit en Europe, particulièrement, bon, comme la référence est la France, puisse ne plus vraiment continuer ici. Les incinérateurs, nous devons tout faire pour que... Ce n'est pas vraiment pour dire que le secteur privé, grâce d'ailleurs à ce partenariat qu'on a pu avoir cette machine, nous souhaitons que ça soit rien que nous, mais en tout cas, rien que ces machines, en nous soutenant, parce que dans tous les cas, c'est un partenariat gagnant-gagnant par rapport vraiment au ministère de la Santé, en tout cas, à l'avantage de la protection de l'écosystème, de la protection de tous ceux qui travaillent autour. Je ne vois pas vraiment comment nous pouvons nous empêcher. Et puis, effectivement, pour revenir effectivement à votre préoccupation, les centres de santé, parfois, viennent signer des accords avec le centre de gestion innovante des déchets biomédicaux. C'est à quoi par là, ils viennent signer, et puis en fin de compte, on dira oui, le kilo, le coût est cher, mais ce qui est innovant... Ça coûte à peu près combien le kilo de déchets pour... le kilo, le coordonnateur pourra le faire. Le kilo, de toutes les manières, c'est une question de... En fonction de la quantité, il y a un dégrèvement, etc. Mais en moyenne, 500 000 francs, 2 000, 5 000 Non, même pas. Je crois que je ne vais pas rentrer dans ces coûts-là. Pour qu'on appréhende un peu la question et pour qu'on puisse analyser les facteurs qui peuvent faire en sorte que certains centres de santé soient réticents. J'ai pas fini. C'est pas qu'ils sont réticents. Ils viennent signer le contrat avec nous. Ils ont le contrat. Et en fin de compte, ils continuent tous ces plans. C'est pour ça qu'ils décident de ne pas faire correctement. Ils continuent l'enfouissement. Ils n'amènent pas. Et surtout qu'il y a un arrêté interministériel qui a stipulé clairement que quand quelqu'un ne traite pas bien son déchet, et je crois que mon ami Degué le sait aussi, Ange n'en parlons plus, si ces déchets entraînent une contamination de n'importe qui, d'où ça vient, le responsable s'en charge. Sera chargé effectivement de s'occuper effectivement des conséquences liées à ça. D'accord. Ce qui fait que aujourd'hui, au lieu de demander de passer pour faire le contrôle et demander les conventions signées, la meilleure façon serait de dire quelle est concrètement la dernière facture que vous avez eue du centre de gestion. Et je ne vais pas dire de centre d'incinération parce que honnêtement, pour conserver en tout cas, on venait de parler du réchauffement climatique, etc. C'est important que nous puissions aller vers l'avant. Nous, notre objectif au centre de gestion, c'est de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire. Nous sommes adressés
sur place à la caisse de dépôt et de consignation. Nous avions fait des démarches par rapport au projet Suède. C'est le moment, et franchement, que nous puissions nous approprier cette opportunité que le secteur privé et le secteur public a mis à la disposition des centres et de la population pour que l'entièreté, effectivement, en tout cas de l'étendue du territoire par les formations sanitaires puisse être couverte et que, franchement, incinérateur, nous puissions nous en libérer. D'accord, justement, vous parlez d'incinérateur. Docteur Edegbe, regardez avec moi cette image ou ces images qui ont été prises dans un centre de santé de Savet, au centre de santé de Savet, pour nous donner les spécificités, on va le voir tout à l'heure avec notre réalisateur, pour nous donner les spécificités de cet incinérateur. Déjà, c'est quel type d'incinérateur, par exemple, professeur Edegbe? Oui, cet incinérateur que vous venez de montrer à l'image, c'est les incinérateurs type DHAV, parce que ça a été construit par le local. C'est les ingénieurs BTP qui nous aident à construire cet incinérateur, mais qui fait déjà un travail important, parce qu'à défaut d'avoir quand même un instrument pour gérer les déchets, si on a déjà ça, on arrive... Même si on n'a pas la cendre comme produit final, les déchets sont déjà brûlés. Et le rôle d'un hôpital, c'est d'abord d'éviter les micro-organismes. Ça, c'est le premier rôle important de la gestion des déchets. Et normalement, dans un centre de santé qui a un incinérateur de type DHAB ou Montfort... DHAB, ça aussi, c'est Montfort ou DHAB? Bon, ça, c'est des incinérateurs qui ont été construits. Hein. Donc, ça, je pense que c'est DHAB. DHAB. Toujours, oui. D'accord. Tout à fait. Et le rôle d'un hôpital, même si vous avez un incinérateur qui n'est pas écologique, il faut réfléchir par rapport à une planification. Comment il faut traiter les déchets pour ne pas porter atteinte à la population hospitalière. Et par rapport à ça, et on sait que dans la journée, on a beaucoup de personnes au niveau de l'hôpital et il faut réglementer pour commencer le traitement des déchets à partir de 19 h. Là, il y a moins de personnes. Et avant même d'installer un incinérateur dans un hôpital, on fait d'abord ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. Ça, c'est vraiment important pour voir où est-ce qu'on peut mettre l'incinérateur pour que ça ne puisse pas créer de préjudice à ceux qui sont dans les rayons. Donc, à défaut d'avoir des incinérateurs écologiques, si nous avons déjà ça, nous pouvons déjà traiter nos déchets et les brûler. On peut quand même, toutefois, les envoyer sur un site de traitement adéquat et ne pas créer de problèmes vraiment liés à l'environnement. Jusqu'à un passé récent, les populations qui habitent tout autour du CNHU ont confié que lorsque l'ancien incinérateur était mis en service, qu'il y avait une fumée noire qui embaumait l'espace, qui se retrouvait dans la nature. Est-ce qu'il faut, en réglant un problème, créer un autre? C'est-à-dire, en voulant détruire les déchets, créer encore un autre problème écologique? Je vais reprendre sur deux aspects. C'est vrai qu'on a mis dans notre mind, dans notre cerveau, que tout ce qui est noir est négatif, tout ce qui est blanc est bon. Est-ce que quelqu'un a mesuré le degré de polluant qu'il y a dans cette fumée pour pouvoir s'en plaindre? Donc il y a cet aspect. À tout le moins, de façon basique, pour tous, la connaissance infinitésimale en chimie que nous avons, on connaît à peu près les composants. Non, pas du tout. Pas du tout. On connaît à peu près la composition d'une fumée noire. À peu près. Pardon? Le blanc. On n'en sait absolument rien du tout. Non, moi je peux vous dire. D'accord. Que ce soit le noir. Est-ce qu'une fumée noire est dangereuse pour la santé? Le docteur Moussa a commencé par dire que ce soit le noir ou le blanc, ça contient des polluants. Et c'est pour ça que le docteur Moussa développait tout à l'heure que nous devons aller au-delà des incinérateurs et aller vers plutôt des systèmes qui n'ont pas d'impact. Voilà, d'ozonation, où les trucs sont décontaminés complètement. C'est du métaux physiologique, c'est de l'oxygène ionisé, et puis broyé, et on peut utiliser ces déchets pour faire autre chose. Donc, c'est les normes vers lesquelles nous devons évoluer. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu que le CNHU s'est doté d'un incinérateur grâce au projet RIDICE. De quel type d'incinérateur s'agit-il?
Je pense que Dr Degbe a fait tout le développement la fois dernière. Il s'agit d'un incinérateur électrique. Voilà. C'est la politique que nous avons adoptée en 2019-2020, au moment où on gérait la crise Covid, où nous avons retenu, puisque c'était ça qui était à notre portée, d'avoir des incinérateurs électriques pour gérer les grandes quantités de déchets qu'on produisait. Donc les incinérateurs qui sont acquis aujourd'hui, on a défini cette stratégie depuis 2019-2020. D'accord. Mais certains s'offusquent du fait que ce soit grâce à un projet que le plus grand centre hospitalier du Bénin puisse acquérir un incinérateur électrique. C'est vrai qu'on adore les polémiques dans ce pays. L'État définit ses priorités ou fait ses programmations qui peuvent être supportées par le budget national ou par les partenaires. Redissé a été un partenaire qui a accompagné énormément le gouvernement dans la gestion de la Covid-19. Et je vous ai dit que la stratégie d'accueil des incinérateurs a été définie en cette période. Donc c'est normal que Redissé ait pris part. Et c'est un partenaire qui intervient dans plusieurs domaines. Et il faut le signaler, on connaît l'état de trésorerie de nos hôpitaux. Un incinérateur électrique, c'est pas 2 millions, ça coûte énormément. Donc si on a un accompagnement des partenaires, je ne vois pas pourquoi il faut en faire une polémique. Oui, professeur Degbe, vous avez envie d'ajouter? Oui, j'ai envie d'ajouter. J'ai été vraiment étonné parce que avant que Redissé ne dote le CNHU d'un incinérateur 8/200 qui est vraiment un incinérateur semi-électrique très écologique, parce que cet incinérateur a des filtres. Et le rôle de ce filtre, c'est d'abord de pouvoir arrêter tout ce qui est dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et les métaux lourds. Et aujourd'hui, nous disposons au CNHU un laboratoire de santé publique qui a des capteurs, qui a non seulement des capteurs et des biocollecteurs pour prélever entre griffes les fumées et aller doser pour savoir quelles sont les quantités de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, de plomb entre griffes qui se retrouvaient et qui vont peut-être échapper. Et le fait que cet incinérateur soit doté de filtres, moi je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, quand on va incinérer, on n'aura pas ces polluants-là. Parce que nous savons que la plupart de ces polluants participent à la déplétion de la couche d'ozone. Et c'est ça qui crée le réchauffement climatique. D'accord. Donc, mais bien avant que Redissé ne dote l'hôpital de cet incinérateur, nous avions déjà un incinérateur semi-électrique et un autre du type DHAB. Et avec la fusion entre l'hôpital des armées et le CNHU, on a aussi un autre incinérateur là-bas. Et jusqu'à présent, nous continuons à utiliser notre incinérateur semi-électrique qui non seulement incinère les déchets de l'hôpital, mais aussi de la ville de Cotonou et d'autres structures sanitaires. Et tout à l'heure, vous avez parlé de fumée noire. Oui, ces fumées noires dont vous avez parlé, c'est pas une fumée industrielle. Nous, on est arrivé quand même à prélever ces fumées et nous avons les résultats. Et les résultats sont vraiment concluants. Et non seulement nous n'incinerons pas les déchets le jour, l'incinération commence à partir de 19h et déjà à 19h, il y a moins de population à l'hôpital et l'incinérateur a été bien installé dans un endroit parce qu'une bonne étude d'impact environnemental a été faite. Sinon, au départ, les 2 incinérateurs qu'avait le CNHU étaient installés entre la Cugo, la cardio et ma clinique. Mais on a déplacé, on a délocalisé ces incinérateurs vers la morgue. Et l'espace là est bien dédié pour que ces incinérateurs soient installés à ces endroits. D'accord, oui. Très bien. Docteur Latif Moussé, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour sensibiliser, moi d'ailleurs vos pairs donc, du secteur privé, à tenir compte de ces recommandations liées justement à une meilleure gestion des déchets biomédicaux? Ils connaissent la pertinence, ça c'est inéluctable, mais dans la pratique, ce n'est pas forcément ce qui accourt.
Non, je crois qu'il est important de dire que aujourd'hui, la politique nationale par rapport aux incinérateurs, comme je l'ai dit, et comme l'a dit le conseiller technique, c'est vrai, on peut tout faire pour qu'il y ait peu, mais dire que dans les fumées, qu'elles soient noires ou complètement blanches ou de n'importe quel ordre, il n'y a rien du tout, c'est exceptionnel, quel que soit le filtre. Les particules, déjà, écoutez, quand nous disons la pollution au niveau des automobilistes, etc., la pollution intérieure, écoutez, les microparticules, les maladies que cela entraîne au niveau de la santé humaine, la santé animale, l'environnement, quelle que soit la nuit ou n'importe quand, je crois que notre ambition aujourd'hui doit être d'aller au plus loin. Nous, au niveau du privé, et ça, la majorité des membres de la plateforme du secteur sanitaire privé qui ont contribué à l'installation effectivement de cette machine qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de fumée, à n'importe quel moment de la journée, on travaille. Donc je crois que l'essentiel c'est de se faire comprendre parce que l'arrêté, il faut l'appliquer. Il y a cet arrêté interministériel entre les deux ministres de la Santé et de cadre de vie, il faut l'appliquer et puis il faut vraiment franchement l'appliquer de manière tenace. Ça part de là d'abord. De façon rigoureuse. Ah oui, ça je crois que si ce n'est pas appliqué de manière rigoureuse, eh bien, on peut sensibiliser et tout. Bon, vous savez, même s'il y a 10 francs de moins, quand on prend les frélatés, la personne préfère aller vers le frélaté 50 francs de moins. Donc ce qui est clair, franchement, nous devons décider de faire du bon, de l'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas vraiment l'apanage d'ailleurs, c'est l'apanage de nous-mêmes. Et je crois que dans les décisions sur le plan de la politique, effectivement, mon cher ami ne va pas me contredire. Je crois que, franchement, protéger l'environnement, protéger effectivement la santé humaine, animale et tout, ça passe par vraiment la multiplication de notre machine OM 200, 400. Quand on va au Canada, aux États-Unis, ce n'est que ça dans les hôpitaux. La France, ils sont encore loin. On a une délégation belge ils étaient étonnés de venir la voir. Ils ne connaissaient pas. Donc je crois que nous faisons de petit à petit le chemin. C'est difficile et comme l'a dit le conseiller technique, c'est cher, ça c'est vrai. Mais si nous étions effectivement l'accompagnement du ministère de la Santé, on n'aurait pas pu. Et on continue, on traverse des périodes effectivement où, par rapport vraiment à la capacité effectivement, en 1 heure, 200, 400 kilos, cette machine peut le faire, on est loin de là. Il faut que nous puissions être soutenus afin que nous puissions aller de l'avant et savoir que cette machine peut tourner 24 heures sur 24 si nous décidons, si effectivement il y a la possibilité vraiment d'avoir des intrants pour le faire. Et surtout dans l'accompagnement, le souhait n'est pas vraiment de multiplier. Je comprends que rédiger cette position, c'est des choses qui ont été enclenchées depuis longtemps. Ça met des années avant que ça n'arrive là. Et même ils savent. En France, en Belgique et dans tout l'espace, en tout cas Schengen, il n'y a plus aujourd'hui, quelle que soit vraiment la qualité mise dans la fabrication des incinérateurs, avec l'OMS, plus d'incinérateurs d'ici 2030 ou 2025. Mais pourquoi nous allons continuer à être vraiment... que fait-on pour se mettre au pas, justement, par rapport à cette question? Tout à l'heure, quand le Dr Debré prenait la parole, il vous a dit les instruments juridiques qui encadrent cette activité. Dr Moussé revient là-dessus qu'il faut l'appliquer. Nous avons déjà les instruments juridiques, il faut les appliquer et il faut également progressivement, même si cela nécessite des moyens, aller vers les normes. Dr Moussé l'a démontré tout à l'heure, les installateurs électriques étaient la panne d'hier. De plus en plus, face aux nanoparticules, aux particules, au gaz, aux solvants, à tous les polluants, et également à la question de sauvegarde de l'environnement, il faut aller au-delà. Donc l'État se programme, vous connaissez bien que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fait tout en un claquement de doigts, mais on se programme et progressivement, nous allons pouvoir atteindre les normes. Parce que notre credo, ce n'est pas seulement d'offrir des qualités, des soins de qualité, mais également de sauvegarder l'environnement, de respecter les normes de sécurité environnementale et de respecter également la sécurité du patient. Oui, mais aujourd'hui,
comme l'a souligné le docteur Moussé, il y a un véritable challenge à doser, ou un savant dosage entre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire préserver la nature tout en continuant quand même par détruire des déchets qui sont susceptibles de détruire l'écosystème. Oui. Non, je comprends votre question. Je vous dis, en matière de déchets, c'est deux objectifs. Il faut d'abord totalement détruire tout ce qui est infectieux. Et ça, on n'en est pas là parce que c'est détruit. D'accord. Voilà. La seconde phase, c'est ce que nous projetons dans l'environnement. Par le passé, on n'a peut-être pas assez mesuré ce qu'on peut appeler dégâts sur l'environnement. Mais ne me dites pas que c'est le monde de la santé seul qui détruit l'environnement, les industries. Mais chacun à son niveau quand même devrait pouvoir faire un petit effort. Justement. C'est cet effort, c'est ça que nous sommes en train de préconiser. Mais on ne va pas jeter la pierre au système de la santé comme c'est ce système qui dégage l'environnement. On est, excusez, les moins polluants. D'accord. Voilà. Alors, docteur Degbe, moi j'ai envie de savoir, les débris issus de l'incinération des déchets, où est-ce qu'ils vont? Oui, moi je pense que après l'incinération, nous avons la cendre. Oui, et nous avons des fosses à cendre dans lesquelles nous mettons ces déchets. Et quand la fosse se remplit, il faut vider. Il faut vider la fosse. On va la vider où? Non, c'est nous qui la vidons. C'est nous qui vidons la fosse. Et quand on vide la fosse, je crois que ces cendres-là sont envoyées sur un site vraiment agréé. Et ces cendres, entre griffes, ne contiennent plus de micro-organismes. On peut les enfouir sans qu'il n'y ait aucun problème environnemental. Ça, je puis vous l'assurer parce que des examens se font là-dessus. Et nous, en tant que spécialistes en santé publique, notre premier objectif, c'est d'éviter les microbes. Parce que quand il y a les microbes, quand il va pleuvoir, il y a les pathologies dont vous savez. Toutes les maladies infectieuses que nous avons aujourd'hui entre griffes, c'est dû à ces pathogènes-là. Et le rôle primordial d'un acteur de santé publique de l'hôpital comme moi, qui suis chef de la clinique universitaire d'hygiène hospitalière, c'est de faire en sorte que nous ayons moins de microbes pour avoir les infections associées aux soins ou infections nosocomiales à l'hôpital. Est-ce qu'on est sûr, certain, que la rigueur qui est appliquée à la gestion des déchets biomédicaux dans les centres-villes est la même en milieu rural? Bon, en milieu rural, ce qui est sûr, nous en tant qu'acteurs du système de santé, le ministère de la Santé fait un effort au travers de cette direction concentrée pour nous inviter, nous qui sommes spécialistes, de former, de donner d'abord une formation à ces acteurs qui sont dans les centres périphériques. Et ils arrivent, tel que j'ai dit tout à l'heure, malgré la mise en place de ces incinérateurs de type Montfort, de type DHAB, ils arrivent à gérer leurs déchets. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette structure sanitaire qui ne maîtrise pas le processus de gestion des déchets. Parce que pour gérer les déchets biomédicaux, il faut la collecte, il faut le transport, il faut le traitement. Le traitement, tout le monde sait que c'est l'incinération. Même si le centre n'a pas l'incinérateur, il peut faire un transport sécurisé vers une autre structure sanitaire qui dispose de l'incinérateur et le traite. D'accord. Et je rebondis encore sur une question importante. Tout à l'heure, docteur Moussé a parlé de la plateforme du secteur privé qui dispose d'un appareil qui fait la désinfection, tout ça, pas aux opérations. C'est bien beau, mais nous ne pouvons pas disposer que de ça dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, nous avons certains micro-organismes qui sont thermorésistants. Et le fait que ces microbes soient thermorésistants, c'est-à-dire ça résiste vraiment à certaines chaleurs. Donc il faut avoir peut-être un incinérateur de type électrique semi-électrique dont la température de fusion va jusqu'à 1400 degrés, 1200, 1400 degrés pour pouvoir tuer ces géants qui sont thermorésistants. En l'occurrence, on les appelle les prions. Les prions, on les appelle des agents presque non conventionnels qui sont à la base des maladies neurologiques de démence que nous pouvons avoir dans nos formations sanitaires
parce que nous avons des services de neurochirurgie. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous avons l'autre option, nous devons toujours maintenir l'incinérateur électrique ou semi-électrique doté d'un filtre et nous allons voir peut-être comment on va faire pour régler le problème environnemental. D'accord, Dr Moussé. Oui, merci beaucoup. Non, je crois que là, nous en arrivons effectivement à savoir que faire pour que, ensemble, privé, public, nous puissions aller de l'avant, mais en créant vraiment de l'innovation et de la valeur pérenne et dans l'excellence. Je pèse mes mots. Parce que je crois que nous, au niveau de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai fait que faire, je ne connaissais pas la machine, hein, donc je sais que soit jusqu'à 1000, 1200, oui, l'ozonation, avec l'ozonation, ça suffit. Et on ne va pas vraiment aller dans ces détails-là. Je crois, franchement, qu'en collaborant, parce que nous avons des hôpitaux, Porte-Novo, par exemple, nous envoie leurs déchets biomédicaux. Non, à Gomé-Calavi, et puis bon, parfois c'est irrégulier, c'est pas régulier. Je crois que nous devons, franchement, les gens ne connaissent pas vraiment la technique de l'ozonation dans le traitement des déchets biomédicaux. Il faut s'en approprier et savoir que franchement, quelle que soit la technique, il y a ses points de faiblesse, ses points de force. Nous allons nous asseoir, mais aujourd'hui, si dans ces pays développés, en commençant par les Américains qui ont inventé ça, passant par le Canada et l'Union européenne, qui accepte et qui dit ils ne veulent pas voir les incinérateurs dans les hôpitaux, et les hôpitaux commencent vraiment à s'y arrimer. Mais nous, quels sont les argumentaires vraiment scientifiques que nous pouvons avoir? Je crois qu'il faut que nous puissions aller de l'avant et savoir, et c'est là maintenant que je vais répondre à la question du coût. Quand on fait 1000 kilos par mois, on est à 600 francs le kilo. Quand on est en dessous, on est à 800 francs le kilo. Et certains, comme ils faisaient ça avec les autres structures où c'est des forfaits mensuels, nous aussi, moi personnellement, au niveau de la clinique que je gère, c'était des forfaits. Forfaits où on envoie tout, on sait que c'est terminé. Mais je dis non, écoutez, on veut aller de l'avant, on veut faire mieux. Ceux qui prennent, ils font quoi? Enfouissement ou soit incinération, on ne sait même pas. Mais que ce soit enfouissement, incinération, franchement, la technique que nous voyons là, c'est mieux. On peut l'améliorer. Les gens continuent de l'améliorer et nous espérons que le partenariat effectivement privé-privé, parce que cet effort que nous avons fait pour nous soutenir à la création, il ne faut pas qu'on le perde. Parce que sur le plan Afrique, j'insiste encore à le dire, monsieur le journaliste, nous sommes au Bénin les tout premiers en Afrique occidentale, sauf Tunisie, peut-être Maroc sûr, à avoir vraiment cette machine. D'accord. Franchement. Alors donc, il faut nous soutenir. Merci. Très bien. On va à présent prendre l'avis du citoyen, des usagers de nos hôpitaux sur la question, puisque nous avons adressé la préoccupation. Que pensez-vous de la gestion faite des déchets médicaux dans nos hôpitaux? Voilà la simple question que nous avons déposée sur nos canaux digitaux pour recueillir l'avis des internautes qui sont entre autres, donc par ailleurs, j'allais dire, usagers de nos hôpitaux. Bonjour Maurice. Bonjour Eman, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce mardi a donc fait réagir quelques internautes sur nos différents canaux. Vous l'avez rappelé, ils ont notamment commenté ce sujet sur Twitter, désormais appelé X, et sur Facebook. Ils nous ont laissé quelques avis. Je vais vous donner directement l'étude de ces contenus-là. On commence par X, une fois n'est pas coutume. Randolph Yarou nous écrit sur cette plateforme-là que la gestion des déchets médicaux est cruciale pour la santé publique et l'environnement. Il est donc essentiel que les hôpitaux disposent de systèmes appropriés pour collecter, traiter et éliminer correctement ces déchets afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement. Cela implique, selon cet internaute, des protocoles stricts de tri, de stockage et de traitement, ainsi que des mesures de sécurité pour protéger le personnel et le public, conclut Randolph Yarou. Toujours sur X, anciennement appelé Twitter, Dieudonné Akodjati nous dit: la gestion des déchets médicaux est plus ou moins mieux contrôlée dans les formations sanitaires publiques. Le problème se pose dans celles privées qui ne disposent pas très souvent de systèmes appropriés pour une destruction saine, constate Dieudonné Akodjati, qui nous explique que dans ces centres de santé, donc du privé, les déchets médicaux finissent
très souvent malheureusement dans les toilettes, conclut cet internaute. David Begbelegbe nous dit, avec le gouvernement en place, la gestion des déchets médicaux s'est considérablement améliorée avec la modernisation des unités de traitement de ces déchets. On a retenu un avis sur Facebook ce matin, c'est celui signé Prévet Dossou qui nous écrit que la gestion des déchets médicaux dans nos hôpitaux peut être améliorée. Certains déchets tels que les seringues, les aiguilles peuvent présenter un risque important pour les agents de santé et les travailleurs de l'hôpital s'ils ne sont pas correctement gérés. D'autres déchets, écrit-il, tels que certains médicaments peuvent présenter un risque pour l'environnement s'ils ne sont pas correctement éliminés. Je pense que la gestion des déchets médicaux devrait être un sujet prioritaire pour nos hôpitaux afin de protéger la santé et notre environnement. Voilà, Eman, ce qu'il faut retenir en bref des avis de nos amis internautes sur la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Docteur Moussé, le secteur privé a été, je ne fais pas des prises à partie, mais en tout cas a été interpellé par les internautes. On estime que dans le public, il y a du mieux, mais dans le privé, il y a encore à faire, il y a encore des efforts à faire. Oui, effectivement, dans le privé, je crois qu'il y a des efforts à faire. Il y a un avancement, quoi qu'on dise. Quand on regarde derrière nous, dans le privé, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'assainissement déjà du secteur privé, et puis dans cet assainissement, c'est un continuum. Et la gestion des déchets, c'est tout comme quand on vient chez vous, il faut aller voir vos toilettes ou soit la cuisine pour savoir effectivement la bonne santé. Et je crois que tous les confrères qui seraient à l'écoute et au-delà de cela, oui, j'ai survolé une des questions. Qu'est-ce que nous devons faire? La sensibilisation, effectivement, nous allons effectivement l'accroître. Oui, au niveau vraiment de notre centre de gestion et d'innovation, nous comptons beaucoup sur le ministère qui nous a soutenus et sur tous les confrères responsables effectivement de formation sanitaire privée, afin que franchement la gestion des déchets biomédicaux soit vraiment une problématique qui sera derrière nous sous peu en avançant vers l'excellence. Docteur Dossou, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore ce forum de discussion? Essentiellement 2 éléments. D'abord, féliciter l'ORTB pour maintenir la veille sanitaire, la veille citoyenne en abordant une question aussi sensible, ou qu'elle est aussi profonde à aborder de la gestion des déchets, mais également de dire que notre credo, je l'ai dit tout à l'heure au ministère de la Santé, c'est d'offrir des soins de qualité dans un environnement de plus en plus sécurisé, en respectant à la fois les normes environnementales et la sécurité du patient. Dr Moussé l'a dit tout à l'heure, nous devons continuer à sensibiliser les uns les autres, pas seulement étiqueter le secteur privé, non, c'est tout le monde. Professeur Debé. Oui, nous allons insister sur la communication au changement de comportement des acteurs, parce que quand on parle des déchets, c'est un problème d'hygiène. Et en hygiène hospitalière, il faut beaucoup communiquer pour permettre aux gens de changer de comportement. Et j'invite tous ceux qui sont dans le secteur privé, que ce soit dans le département de l'Atlantique de littoral, qui peuvent vraiment se rapprocher de nous au CNHU pour qu'on puisse les aider à incinérer leurs déchets, parce que nous pouvons signer un contrat avec un forfait, et c'est parce que c'est un problème vraiment de santé publique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, professeur Cyriaque Degbe. Vous êtes chef de la clinique universitaire d'hygiène hospitalière. Merci également à vous, docteur Latif Moussé, président de la plateforme du secteur sanitaire privé. Merci au docteur Ange Dodi Dossou, conseiller technique à la médecine hospitalière du ministère de la Santé. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin nous éclairer, apporter évidemment votre lecture, votre analyse de ces sujets-là. On espère que les téléspectateurs ont pu en tirer le maximum de profit. Vous passez une excellente journée du mardi 5 sur 7 matin. À suivre dans les prochaines minutes la chronique de Maurice Tantan sur la panne Internet que nous vivons depuis la fin de semaine dernière. Si comme moi vous avez remarqué que ça bug un peu quand il s'agit donc d'allumer nos données mobiles pour pouvoir naviguer, eh bien on va vous expliquer tout ceci. Il paraîtrait que des câbles sous-marins ont été accidentellement sectionnés. Je n'en sais pas plus que ça. C'est pourquoi nous avons sollicité l'expertise de Monsieur Web de 5 sur 7 matin pour nous apporter plus d'éclairage. À tout de suite avec Maurice Tantan.